Donc bonjour à tous, on va faire un rapide rappel de cours et de méthodes sur le calcul des produits vectoriels en utilisant les figures de changement de base. Alors, il y a 4 cas possibles, on va les traiter du plus simple au plus compliqué. Premier cas, donc c'est si les deux vecteurs appartiennent à la même base. Donc par exemple, si je vais raisonner sur la base 2, pourquoi pas. Donc comment je fais pour déterminer x2, produit vectoriel y2 ? Alors, on sait que le résultat va être perpendiculaire à x2 et à y2. Donc, quel est le vecteur qui est perpendiculaire à x2 et à y2 ? C'est z2. Ensuite, il faut juste réfléchir à la norme et au signe. Donc, x2 et y2 étant orthogonaux, le sinus de l'angle entre les deux, il vaut 1. Donc déjà, en termes de norme, j'aurai une norme de 1. Donc, il n'y a plus que le signe. Pour le signe, je vous rappelle la méthode. Vous posez votre pouce sur le premier vecteur, votre index sur le deuxième, et votre majeur, ça vous donnera le troisième vecteur. Donc si je pose mon pouce de la main droite sur x2, mon index sur y2, mon majeur, normalement, il sort de la feuille. Donc du coup, là, je vais avoir un signe plus. L'autre méthode, c'est d'apprendre son petit tableau par cœur, qui est dans le cours. Donc dans le même genre, on a y2, produit vectoriel z2 qui est égal à x2, et on a donc z2 vectoriel x2 qui est égal à y2. Petite remarque en passant, là on a aussi on va pouvoir voir ça aussi comme une permutation circulaire, c'est-à-dire que si vous connaissez le premier résultat, tous les autres on les retrouve par permutation circulaire. Donc par exemple, là, si je décale tout vers la gauche, je tombe sur la deuxième ligne. Et de même, là si je décale tout vers la gauche, je tombe sur la troisième ligne. Le y2, le y2 qui est au bout, ici, c'est celui qui arrive ici. C'est du modulo, si vous voulez. Ok, et après, donc, il suffit de savoir que le produit vectoriel est anticommutatif. Donc ça veut dire que maintenant, si je m'intéresse à y2 vectoriel x2, ça va être moins x2 vectoriel y2, donc ça va nous faire du moins z2. Et après, donc même méthode, z2 vectoriel y2, ça me fera du moins x2. Et x2 vectoriel z2, ça me fera du moins y2. Bon, je l'ai fait pour la base 2, mais évidemment, ça marche pour n'importe quelle base, tant qu'on a le même numéro, tant qu'on est dans la même base. Ok, donc ça c'est le cas le plus facile, et en général, celui-là, il se passe plutôt bien. Maintenant, on va voir un cas un tout petit peu plus compliqué. C'est quand j'ai deux vecteurs qui ne sont pas dans la même base, mais qui sont reliés par une figure de changement de base. Alors, je vous propose, pour illustrer, on va se faire x1 vectoriel z2. Alors, première étape, c'est de repérer la figure où on a du x1. Est-ce qu'on a une figure avec du x1 et du z2 ? Alors, x1, il apparaît ici, mais j'ai pas de z2, et il apparaît là, et ici j'ai du z2. Donc c'est bon, j'ai bien une figure de changement de base, c'est la deuxième, où j'ai à la fois du x1 et du z2. Alors ensuite, la méthode. Première étape, on va chercher la direction. Donc quel est le vecteur qui est à la fois perpendiculaire à x1 et perpendiculaire à z2 ? Ce vecteur, c'est le vecteur qui sort de la feuille, c'est y1 ou y2. Donc première étape, on note y1 ou y2. Ensuite, il faut réfléchir au signe. Donc même méthode, avec sa main droite, on pose le pouce sur x1 et l'index sur z2. Donc x1 est ici, z2 est là. Donc si vous posez votre pouce sur x1 et votre index sur z2 avec votre main droite, normalement votre majeur, cette fois-ci, il va vers le fond. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais avoir un signe moins. Ensuite, dernière étape, il faut trouver donc la norme du vecteur. Pour la norme, il suffit donc de projeter x1 sur y2 ou l'inverse, sur z2 pardon, ou l'inverse, et donc j'obtiens cette longueur-là, c'est le trait un peu épais. Donc je vous rappelle que à partir de là, on raisonne
enfin, à l'inverse de ce qu'on faisait pour le produit scalaire. Pour le produit scalaire, ce que j'obtenais ici, c'était quelque chose de petit, donc ça aurait été un sinus. Donc si c'est un sinus pour le produit scalaire, ce sera un cosinus pour le produit vectoriel. Donc là, je vais avoir directement cosinus θ2. Donc au final, x1 vectoriel x2, ça me fait moins cosinus θ2 porté par y1. Donc petite remarque, pour calculer ce produit vectoriel, je n'ai pas du tout besoin de projeter z2 dans la base 1 par exemple, pour après faire le produit vectoriel qu'avec des vecteurs qui sont exprimés dans la même base. Là, ça me permet de gagner du temps. Donc c'est vraiment cette méthode que je vous encourage à utiliser, et il n'y a pas besoin de plus de rédaction que ce qui est écrit là tout de suite. Donc vous pouvez directement dire que x1 vectoriel z2, c'est moins cos θ2 y1, si vous avez une figure de changement de base. Ok, bon, on s'en fait un petit deuxième, juste pour fixer les idées. Je vous propose x2, produit vectoriel x3. Alors, déjà, première question, est-ce que j'ai une figure de changement de base avec du x2 et du x3? Donc là, j'ai du x2, là, j'ai du x2, et puis là, j'ai du x3. Donc a priori, c'est plutôt celle-là qu'on va utiliser. Ensuite, en termes de direction, donc, le résultat de ce produit vectoriel, c'est être un vecteur qui est perpendiculaire à x2 et perpendiculaire à x3. Donc, typiquement, ça va être z2 ou z3. Maintenant, en termes de signe, donc même méthode, je le prends dans l'ordre du produit vectoriel. Je pose mon pouce sur x2, mon index toujours de la main droite sur x3, et normalement votre majeur, il doit sortir de votre écran. Donc là, ça veut dire que cette fois, mon résultat, il sera avec un plus. Du coup, plus, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, au passage. Maintenant, dernier point, si je projette, je vais le faire en bleu, si je projette x3 sur x2, j'obtiens cette longueur-là. Donc cette fois-ci, c'est grand. Ça veut dire que pour un produit vectoriel, ça va nous faire un sinus. Donc là, j'ai directement sinus. Et on ne se gourre pas dans l'angle, cette fois-ci, c'est θ3. Voilà, donc là, c'est vraiment comment est-ce qu'on calcule des produits vectoriels à partir de vecteurs qui sont reliés par une figure de changement de base. Alors maintenant, on va voir comment on fait quand on n'a pas de figure de changement de base entre deux vecteurs. Alors là, on va avoir deux cas possibles. On va commencer, je vous propose, par exemple, le produit vectoriel de y2 avec x4. Alors, première question, est-ce que j'ai une figure de changement de base avec du y2 et du y4? Y2, il apparaît ici, et il apparaît là. Et x4, il n'apparaît que dans la dernière figure de changement de base. Donc là, pas de bol, je n'ai pas de figure de changement de base qui me relie y2 à x4. Ok. Donc ça veut dire que je vais devoir, a priori, utiliser les deux figures de changement de base qui sont à droite. Alors, première chose à vérifier, et là j'ai déjà marqué l'information sur les figures, c'est est-ce que par hasard, on ne tournerait pas autour de la même base? Alors juste, si j'efface ce que j'ai écrit à la fin, pour l'instant, ça c'est vraiment les figures de changement de base classiques. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que là on tourne autour de Z2 qui est égal à Z3. Et ici, on tourne autour de Z3 qui est égal à Z4. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z2 est égal à Z3 qui est égal à Z4. Donc je peux écrire Z2, ici, et je peux écrire Z4 là. Donc quand on a des figures de changement de base qui nous permettent de tourner autour du même vecteur, on va pouvoir en fait créer une nouvelle figure de changement de base entre la base 2 et la base 4, puisque toutes les rotations se font autour du même axe. Donc ça veut dire qu'on va essayer là de créer une nouvelle figure de changement de base. Alors je vais le faire avec les bonnes couleurs, qui va ressembler à ça. Donc une base violette, ça c'est ma base 2. Donc j'ai Z2, X2, Y2, et maintenant une base rouge. Et ça j'ai le droit de le faire, puisque j'ai bien Z2 qui est égal à Z4. Donc X4, Y4, et donc là j'ai mon angle alpha. Donc si j'arrive à trouver ce que vaut alpha, après je retombe en fait dans un des cas précédents.
Donc déjà, on peut même calculer le résultat en fonction de alpha. Donc quel est le vecteur qui est à la fois perpendiculaire à y2 et perpendiculaire à x4? Donc y2 est là, x4 est là, donc le vecteur qui est perpendiculaire, c'est z2 ou z4. Donc là, déjà, je sais que mon résultat sera porté par z2 ou z4. Ensuite, en termes de sens, si je pose mon pouce sur y2 et mon index sur x4, donc mon pouce sur y2 et mon index sur x4, toujours de la main droite, normalement votre majeur il va vers le fond. Donc là, je sais que j'ai un signe moins. Enfin, dernière étape, si je projette y2 sur x4, j'obtiens cette longueur-là, qui est petite. Donc pour un produit vectoriel, ça me fera un cosinus de l'angle. Donc là, j'ai du cos alpha. Donc là, maintenant, la dernière question à se poser, c'est mais qu'est-ce que vaut ce alpha? Alors, pour répondre à cette question, on va faire une fermeture géométrique angulaire. Je vous rappelle que la fermeture géométrique angulaire, j'ai le droit de la faire que si je tourne autour du même axe, que si toutes mes rotations se font autour du même axe. Ben là, c'est le cas, hein, θ3 et θ4 se font autour de l'axe Z2, Z3 ou Z4. Donc je vais écrire, alors avec, là je le rédige vraiment à fond, hein, vous n'êtes pas obligé de le rédiger que autant. 0 qui est égal à l'angle entre x2 et x2. Encore une fois, c'est une fermeture classique. Nous, on sait que l'angle alpha, c'est l'angle entre x2 et x4. Donc je vais décomposer par x2, x4, plus, alors maintenant, est-ce qu'on a une expression d'angle qui part d'x4 qu'on connaît? Ben oui, là on a x4, x3 qu'on peut exprimer assez facilement. Donc plus x4, x3, ok, et là ici, maintenant j'ai l'angle d'x3 à x2 que je peux aussi exprimer facilement. Donc plus x3, x2. Du coup, au final, ça va me faire alpha moins θ4 moins θ3 est égal à 0. Donc, dit différemment, alpha est égal à θ3 plus θ4. Donc là, à la place de alpha, j'aurais pu écrire θ3 plus θ4, ça aurait été la même chose. Donc voilà, quand on a un produit vectoriel à calculer entre deux vecteurs qui n'apparaissent pas sur la même figure de changement de base, mais si on a des rotations autour du même axe, on pourra toujours créer une figure de changement de base qui nous permet de relier n'importe quelle base à n'importe quelle base. Et après, avec une fermeture géométrique angulaire, on peut trouver l'expression de l'angle. Donc ça, c'était le troisième cas. Maintenant, on va passer au cas le plus difficile. Alors, le cas le plus difficile... Hop. Le cas le plus difficile, c'est lorsqu'on n'a pas de figure de changement de base et qu'en plus, on ne tourne pas autour du même axe. Alors, je vous propose, par exemple, de faire le produit vectoriel de... Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, x2... Produit vectoriel, x2, c'est pas x2, x1, pardon, produit vectoriel y3. Pourquoi pas? Ça marche, hein? Ok, x1, produit vectoriel y3. Alors, première question, est-ce que j'ai une figure de changement de base où j'ai du x1 et du y3? Alors, x1, il apparaît ici et là. Et y3, il apparaît ici et là. Donc pas de bol, j'ai pas de figure de changement de base où j'ai du x1 et du y3. Maintenant, si je regarde les figures de changement de base où j'ai du x1 et du y3, par exemple ces deux-là, ben je me rends compte que je ne tourne pas autour du même axe. Là, je tourne autour de y, et là, je tourne autour de z. Donc par conséquent, je ne peux pas utiliser la méthode précédente. Donc là, j'ai pas le choix. Là, il va falloir projeter. Je vous ai dit, hein, j'aime pas trop projeter, donc vraiment, quand je projette, c'est que j'ai pas d'autre solution. On va soit projeter x1 dans la base 2, donc on va projeter x1 dans la base 2, et à partir de là, on pourra utiliser cette nouvelle figure de changement de base, parce qu'on n'aura plus que des vecteurs entre la base 3 et la base 2, dont on devra calculer le produit vectoriel. Soit, à l'inverse, je projette y3 dans la base 2, et une fois que j'aurai projeté y3 dans la base 2, je pourrai utiliser la première figure de changement de base.
En termes de calcul, c'est kiff-kiff. Alors je vous propose de projeter Y3 dans la base 2, mais on aurait pu faire l'inverse, hein, c'était la même chose. Donc du coup, qu'est-ce que je vais avoir? X1, produit vectoriel. Alors projeter, je vais être un peu plus précis d'un point de vue sémantique, on va plutôt exprimer Y3 dans la base 2. Donc ça veut dire quoi? Si vous reprenez ce qu'on avait fait en séquence 4, ça veut dire que je vais exprimer Y3 dans la base 2, donc je vais pouvoir dire que Y3, ça va être Y3 scalaire X2 porté par X2, plus Y3 scalaire Y2 porté par Y2, et même de façon générique, j'aurais du Y3 scalaire Z2 porté par Z2, mais vu que Y3 et Z2 sont orthogonaux, je sais déjà que ce terme-là, il va pas être très intéressant, ça me fera le vecteur nul. Au passage, hein, la ligne que je viens d'écrire, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, là c'est vraiment juste pour bien expliquer ce que je fais. Vous pouvez passer directement à celle d'après. Donc X1, maintenant je dois faire Y3 scalaire X2. Donc, si je projette Y3 sur X2, j'obtiens cette longueur-là qui est petite et négative, donc ça va me faire moins sinus θ3. Donc porté par X2. Ok. Plus donc Y3 produit scalaire Y2. Donc si je projette maintenant Y3 sur Y2, j'obtiens cette longueur-là, qui cette fois-ci est grande et positive. Donc ça me fera du plus cosinus θ3. Porté du coup par Y2. Voilà, donc là, pas eu le choix, j'ai projeté, mais maintenant l'intérêt c'est que j'ai plus que des vecteurs dans la base 1 et des vecteurs dans la base 2. Donc du coup, je vais pouvoir utiliser uniquement cette figure de changement de base. Donc première étape, on va développer le produit. Ça va me faire du moins sinus θ3 x1 vectoriel x2 plus cosinus θ3 x1 vectoriel y2. Et donc on va calculer donc chacun de ces produits vectoriels tranquillement. On est parti pour le premier. Alors ce qui est important, c'est de ne pas oublier donc les facteurs, hein, les sinus θ, les cosinus θ, etc. x1 vectoriel x2, donc là c'est comme on a fait tout à l'heure, peut-être même que c'est celui qu'on avait calculé, si je dis pas de bêtises. Ou peut-être pas, je sais plus. Première question, quel est le vecteur qui est à la fois perpendiculaire à x1 et perpendiculaire à x2? C'est le vecteur qui sort de la feuille, donc déjà je sais que mon résultat il sera suivant y1 ou y2. Ensuite, en termes de signes, donc si je pose pareil dans l'ordre, mon pouce sur x1 et mon index sur x2 de la main droite, mon majeur il va sortir de la feuille. Donc du coup, je sais que je vais être avec un résultat positif, ce qui veut dire qu'au final je vais garder mon signe moins ici, hein, parce que plus fois moins, quand on multiplie un nombre positif, un nombre négatif, on garde bien quelque chose de négatif. Ensuite, en termes de normes, donc si je projette x1 sur x2 ou x2 sur x1, j'obtiens cette longueur-là, qui est grande. Donc pour un produit vectoriel, ça me fera un sinus. Donc cette fois-ci, je vais avoir du coup moins sinus θ3, sinus θ2 porté par y1. Ça, c'est pour le premier terme. Pour le deuxième terme, donc j'ai du cosinus θ3 x1 produit vectoriel y2. Alors, où est-ce que j'ai du x1 et du y2? Donc sur la même figure de changement de base, mais attention, une petite remarque, je note que y1 et y2, c'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'à la place de y1, j'aurais pu écrire ici, et à la place de y2, pardon, j'aurais pu écrire ici y1. Bon, et là, du coup, cosinus de... produit vectoriel, donc x1 vectoriel y1, ça je sais faire, ça me fait directement z1. C'est le premier cas qu'on a vu. Deux vecteurs exprimés dans la même base. Et du coup, voilà, donc là, j'ai calculé le produit vectoriel de x1 avec y3. Donc, c'est un petit peu plus long à faire, hein, puisque là... Ok, pourquoi tu m'as fait une ellipse? C'est un petit peu plus long à faire,
puisque là, pas le choix, il fallait projeter l'un des vecteurs. Hop là, ni vu ni connu. Puisqu'il fallait donc projeter l'un des vecteurs de façon à se ramener à l'un des cas précédents. Donc si je résume, on a vu 4 cas de complexité différentes. Premier cas, si mes vecteurs sont exprimés dans la même base, j'ai juste le petit tableau à connaître ou savoir utiliser ma main droite. Je vous renvoie là au cours. Deuxième cas, si j'ai une figure de changement de base entre les deux, donc première étape, il faut se demander quel est le vecteur hors plan, donc quel est le vecteur perpendiculaire aux deux vecteurs dont je cherche à calculer le produit vectoriel. Ensuite, pour le sens, j'utilise la technique de la main droite. Donc si j'ai U vectoriel V, je pose mon pouce de la main droite sur U, mon index sur V, et le majeur me donnera le sens du résultat. Et enfin, donc j'utilise graphiquement la projection d'un des vecteurs sur l'autre, à partir de la figure de changement de base. Si c'est grand, ça me fera un sinus. Si c'est petit, ça me fera un cosinus. C'est l'inverse du produit scalaire. Enfin, et ensuite, quand on n'a pas donc, de figure de changement de base qui nous relie directement les deux vecteurs qu'on cherche dont on cherche à calculer le produit vectoriel, à ce moment-là, il faut regarder, première étape, est-ce que par hasard on ne tournerait pas autour du même axe? Si c'est le cas, on pourra créer une nouvelle figure de changement de base qui relie ces deux bases. Et pour déterminer l'angle, une petite fermeture géométrique angulaire, on ne peut pas se tromper. Et dernier cas, si donc on cherche le produit vectoriel entre deux vecteurs qui ne sont pas qui ne sont pas sur la même figure de changement de base et où en plus on ne tourne pas autour du même axe entre les différentes figures de changement de base, là il n'y a pas vraiment le choix, il va falloir commencer par projeter l'un des vecteurs. Donc en l'occurrence ici j'avais projeté Y3 dans la base 2, pour pouvoir à terme avoir plus que des produits vectoriels à calculer, entre des vecteurs qui apparaissent sur la même figure de changement de base, ou sinon en tout cas se ramener à l'un des cas précédents qu'on a vus qui sont un peu plus simples à traiter. Voilà, donc là on vient de revoir un petit peu tout ce qu'on pouvait traiter comme produit vectoriel. Pour la forme, vous pouvez essayer de vous amuser à en faire un peu méchant. Par exemple, essayez de calculer Y1 produit vectoriel X4. Là, il va falloir utiliser quasiment toutes les méthodes qu'on a vues. Voilà, vous pouvez essayer de déterminer celui-là et m'envoyer votre résultat si vous voulez qu'on en discute. Bonne suite de week-end et bon courage.